Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer une affaire assez dingue qui a pas mal secoué le web français, le cas de l'influenceur Jem. On va regarder ensemble les accusations, les menaces, les business qui apparaissent et qui disparaissent. Bref, on va essayer de comprendre comment fonctionne une controverse comme celle-ci à notre époque. Allez, on commence très fort. Cette phrase « Tête de ma mère, je te lâche pas », c'est pas une citation anonyme. Non. C'est une menace directe balancée par Jem lui-même. Ça plante le décor tout de suite et ça donne une idée assez claire de la violence des méthodes utilisées. À la base de tout ça, il y a une promesse. Une promesse hyper alléchante vendue en ligne. Celle de devenir riche, voire très riche, en gérant des comptes OnlyFans. C'était vraiment ça, le cœur de son business. Le produit d'appel qu'il proposait à sa communauté. Mais alors, attention, son concept, l'OFM pour OnlyFans Management, c'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. Le modèle qu'il vendait à ses élèves, c'était de créer des comptes de A à Z, des comptes entièrement faux. Comment ? En utilisant du contenu volé et de l'intelligence artificielle pour berner les clients. Et pour avoir accès à ce savoir-faire, évidemment, il fallait payer. Le ticket d'entrée pour sa première formation, qu'il avait appelée la Vision School, c'était 499 €. Une somme non négligeable quand même, pour une promesse d'argent rapide. Bon, maintenant, rentrons un peu dans le détail de la méthode. On va voir ensemble le guide étape par étape pour monter une activité qui est, disons-le franchement, plus que problématique. Voilà la recette en 4 temps, expliquée noir sur blanc. D'abord, on vole des photos sur les réseaux. Ensuite, on crée un faux profil de modèle avec de l'IA. Troisième étape, et là c'est assez hallucinant, on utilise la carte d'identité d'une proche, une sœur, une cousine, pour faire valider le compte. Et pour finir, le clou du spectacle, on clone des voix de femmes avec une autre IA pour envoyer des messages audio personnalisés. L'illusion est totale. Et même pour ceux qui voulaient gérer de vrais modèles, le conseil était d'un cynisme absolu. Il recommandait de viser spécifiquement des femmes en Amérique du Sud et en Asie. La raison, selon ses propres mots, elles sont beaucoup plus faciles à recruter et le pourcentage est facilement négociable. On est clairement dans une logique qui semble reposer sur l'exploitation de la précarité. Évidemment, avec des pratiques pareilles, ça a fini par se savoir, par être exposé. Et la réaction de Jem, ça n'a pas du tout été de se faire discret, bien au contraire. C'est là que l'affaire a vraiment explosé. Face à Cléor, une créatrice qui a enquêté sur ces méthodes, la réponse a été une véritable campagne d'intimidation. Menaces publiques, promesses de venir la voir en personne, tentatives pour trouver son adresse. Il est même allé jusqu'à l'accuser d'être membre d'un réseau obscur. Et puis il y a cette menace à peine voilée d'envoyer quelques pizzas, une technique bien connue de harcèlement pour révéler l'adresse de quelqu'un. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est de voir comment tout ça s'accompagne d'un schéma de dissimulation. On voit un vrai cycle, des entreprises qui ferment, puis qui rouvrent sous un autre nom, comme pour effacer les traces en permanence. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. On a d'abord Vision School, puis, pouf, le site ferme du jour au lendemain, sans un mot pour les clients qui ont payé. Et là, surprise, la même formation réapparaît, mais cette fois sous le nom de UpFan Academy. Et finalement, ça se transforme en Jem.tv, un truc beaucoup plus généraliste. C'est toujours le même schéma. Pour le lancement de UpFun Academy, la stratégie marketing était basée sur des témoignages vidéo. On y voyait des clients, soi-disant super contents, qui expliquaient à quel point la formation avait changé leur vie. Une technique classique pour mettre en confiance. Sauf que, il y a un hic. Et un gros. Ces clients n'étaient pas de vrais clients. C'étaient des acteurs, des freelances payés, recrutés sur la plateforme Fiverr pour lire un script. En gros, les témoignages élogieux étaient complètement bidons. Et ce n'était pas un coup d'essai. Ce petit tableau, il résume bien ce système. Une application de rencontre avec de faux couples, une ligne de vêtements anti-matrice avec un sweat à 159 € décrit comme une armure contre le système, rien que ça. Ou encore se présenter comme un expert en référencement SEO alors que ses propres sites étaient introuvables sur Google. Allez, passons à un autre grand moment de cette histoire, la tentative d'excuse publique. Sous la pression, Jem a fini par poster une vidéo. Mais comme on va le voir, l'exercice était pour le moins spécial. La comparaison est assez frappante. D'un côté, il y a les mots « je suis désolé pour les menaces » et de l'autre, les actions. Juste après la vidéo, il continue de chercher des infos privées sur ses détracteurs. Il s'excuse auprès d'une influenceuse, mais pas auprès d'une autre, sous un prétexte financier bidon. Bref, un décalage total entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et le pompon, c'est que cette fameuse vidéo d'excuses, elle a été supprimée de sa chaîne très rapidement. Un geste qui, forcément, dit long sur la sincérité de la démarche. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Si on prend un peu de recul, on voit se dessiner un schéma de comportement hyper clair et qui pose de vraies questions sur la responsabilité des uns et des autres sur Internet. Ce graphique, il résume assez bien les choses. Le cœur de problème, c'est le modèle économique, bien sûr. Mais le harcèlement, le marketing mensonger et les fausses excuses, tout ça forme un ensemble. Tout est lié.
Pour se défendre, sa stratégie est assez simple, c'est de détourner l'attention. En gros, il dit « Oui, mais regardez les autres, ils font bien pire que moi et eux, on ne leur dit rien ». C'est la technique classique du whataboutisme, de l'écran de fumée. Et ça illustre parfaitement sa rhétorique. Pour minimiser ses propres menaces, il va comparer les 3 messages qu'a reçus Cléo aux centaines, voire aux milliers de messages qu'il prétend recevoir chaque jour. C'est une façon de se poser en victime principale, de retourner complètement la situation. Et on en arrive à ce cycle qui semble ne jamais s'arrêter. On passe de l'arnaque aux menaces, puis au rebranding pour se refaire une virginité, puis on détourne l'attention et la boucle recommence. Le tout sans qu'il y ait de réelles conséquences. Du coup, ça nous amène à une question beaucoup plus large qui va au-delà du cas Gemgem. Qu'est-ce que cette histoire nous dit sur la difficulté à rendre les gens responsables de leurs actes dans cette économie des créateurs qui reste un univers avec très peu de règles? Et on va finir avec cette dernière interrogation qui reste ouverte. Quand des personnages publics sur Internet peuvent agir comme ça, en quasi-impunité, qui est là, au final, pour protéger les gens qui les suivent et qui leur font confiance?